Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24 consacrée au Brexit. Ils sortent, les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne, c'est historique. 51,9% ont voté pour la sortie et 48,1% contre. Sur les marchés, c'est un crack. La livre sterling plonge, les valeurs bancaires dégringolent. La Banque d'Angleterre est prête à débloquer 250 milliards de livres. La Banque centrale européenne également prête à fournir des liquidités en euros et en devises. Alors peut-on redouter un nouveau Lehman Brothers ? Du côté des Britanniques, David Cameron a annoncé qu'il quittera le pouvoir. Le Premier ministre britannique reste aux manettes pendant les 3 prochains mois. Alors comment, concrètement, vont-ils sortir des traités? C'est une première. Enfin, les réactions en chaîne des eurosceptiques se multiplient. L'extrême droite néerlandaise, Marine Le Pen en France ou encore le Sinn Féin en Irlande demandent l'organisation de référendums. François Hollande appelle à un sursaut. Alors faut-il s'attendre à un nouveau départ pour l'Europe ou au contraire, est-ce un pas vers la dislocation? On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Jacques Gounon. Bonjour. Vous êtes PDG d'Eurotunnel. Raquel Garrido est avec nous, avocate également membre du Front de gauche et auteur du guide du citoyen de la 6e République chez Fayard. Robert Rochefort, bonjour, député européen du Modem. Et Pierre Briançon est avec nous, bonjour, chef du bureau de Paris de Politico. Alors je vous propose tout de suite d'écouter quelques réactions à ce vote historique et on en débat ensuite. Le nombre total de votes en faveur d'une sortie de l'Union européenne est de 82 000. Aujourd'hui, l'honnêteté, la décence, la croyance dans la nation sont en train de gagner. Faisons entrer le 23 juin dans l'histoire, comme notre jour de l'indépendance. Le Brexit aura sans doute plus d'impact sur ma génération que sur celle de mes parents. Cela va impacter le futur de notre pays tout entier. Alors oui, c'est un peu inquiétant. Mes grands-parents ont fui les nazis. Et là, on nous sort cette connerie parce que Cameron n'arrive pas à gérer son parti. C'est une blague. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir en tant que Premier ministre pour diriger le navire dans les semaines et les mois qui viennent. Mais je ne pense pas qu'il soit judicieux que je sois le capitaine qui emmènera ce bateau à sa prochaine destination. Il n'est pas nécessaire d'établir un calendrier précis aujourd'hui. Mais je pense que l'on devrait avoir un nouveau Premier ministre au moment du congrès du Parti conservateur en octobre. Jacques Gounon, alors vous êtes vraiment l'un des patrons les plus emblématiques de ce rapprochement outre-Manche, parce que 96, oui je ne me trompe pas, c'était 1994, l'ouverture du tunnel sous la Manche. On se souvient du débat à l'époque que ça avait provoqué en Grande-Bretagne, il perdait ce statut d'île. Bref, le titre bien sûr a dégringolé, en tout cas à l'ouverture, il a perdu 34% au moment de l'annonce du résultat. Comme beaucoup de valeurs, d'ailleurs les valeurs bancaires et les valeurs de l'automobile ont été également très secouées. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui ? Inquiet, non. Je constate l'émotion qui est peut-être liée au fait qu'hier soir on disait c'est Remain, ce matin c'est Leave, mais peu importe. Le tunnel sous la Manche, c'est 21 millions de passagers par an, c'est 1,5 million de camions qui apportent des marchandises en Grande-Bretagne ou qui les exportent, c'est 2,5 millions de voyageurs dans leurs voitures. Donc, non, de voitures. Donc on est sur des flux. Ça va pas changer, on est sur des flux extrêmement l'impact importants. de cette sortie. Et ce sont des flux, je dirais, que cette infrastructure, le tunnel sous la Manche, a généré. Et c'est des flux de nécessité. Les marchandises qui viennent sont des marchandises just in time. Il y aura toujours des besoins de cette nature en Grande-Bretagne. Donc pour mon activité, je parle bien du tunnel sous la Manche, qui est un lien vital, qui raccroche finalement la Grande-Bretagne à l'Europe continentale. Je ne vois pas de perspective négative. Je l'ai déjà dit d'ailleurs en décembre 2015. Vous aviez prévu, vous, un Brexit ? Oui, parce qu'ayant travaillé dans des filiales... C'est étonnant, vous étiez probablement l'un des seuls à le dire. Dans mon passé professionnel, j'ai eu à travailler avec des filiales au fond de la campagne britannique, et donc je pense que j'identifiais le fait qu'à la différence de Londres, les campagnes, et ça a été vérifié par les votes, les campagnes, lorsqu'on leur pose la question est-ce que vous êtes satisfait de l'Europe, la réponse est assez largement négative. Mais encore une fois, on n'est pas dans le cas de figure de la crise économique de 2008. On est dans un processus où on ne peut pas dire en même temps les marchés sont mondialisés, oui. Et d'un coup de baguette magique, il n'y aura plus de flux à l'identique de ce qui se passe entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale. Ça, vous en êtes sûr, même s'ils sortent du passeport européen, parce que c'est ça tout de même qui est à la clé en parlant des Britanniques. Oui, bien sûr, parce que... Les échanges commerciaux ne sont peut-être pas sur le même niveau. Il y a deux éléments essentiels. Ils n'auront pas le même statut. Deux éléments essentiels qu'il faut garder présents à l'esprit lorsqu'on évoque le tunnel sous la Manche. Les Britanniques, dont on dit qu'ils n'ont jamais vraiment été dans l'Europe, mais les Britanniques n'ont jamais été dans l'espace Schengen, donc ça ne changera rien pour le contrôle de frontières.
et la livre n'était pas dans l'euro. Donc ça ne changera rien sur les aspects de parité d'échange entre l'euro et la livre, parce que ce n'est pas tant la parité livre-dollar qui importe que livre-euro. Et en termes de visa, depuis l'ouverture du tunnel sous la Manche, depuis 22 ans, il n'est apparu aucune corrélation entre le niveau de la livre vis-à-vis de l'euro et les trafics du tunnel sous la Manche. Et pourquoi, à votre avis ? C'est décorrélé parce qu'encore une fois, on est sur des flux de première nécessité. On ne traverse pas la Manche parce qu'un matin, on se dit « je ne sais pas quoi faire, je vais traverser la Manche ». On va faire du shopping à Londres, on va voir ses enfants qui travaillent à Londres pour les Français. Et ça ne les changera Britanniques pas, viendront dans leur résidence secondaire. Ça ne changera pas, Mais non, alors, même s'ils sortent, alors qu'ils sortent. Non, ça ne changera pas. On a fait faire, y compris ces derniers mois, des études par des consultants extérieurs pour vérifier si nous avions le bon sentiment, la bonne impression. On est sur un niveau d'importance tel pour les économies, pour les entreprises, le tunnel sous la Manche, qu'on ne voit pas effectivement que cela puisse être impacté négativement par des évolutions dont on sait qu'elles vont prendre beaucoup de temps. Et je fais confiance à la nature pour que des processus simples se mettent en place entre la Nouvelle-Grande-Bretagne et l'Europe. Long, mais vous êtes d'accord que simplicité et longueur, ça ne rime pas avec l'économie, avec les marchés ? Moi, je vous dirais, c'est peut-être notre chance. On est sur les marchés qui ont besoin de livrer rapidement. Les gens ont besoin de traverser rapidement. Il y aura peut-être un flux considérable, j'allais dire, de fonctionnaires qui vont devoir circuler pour négocier ce qu'a annoncé David Cameron. Donc, paradoxalement, c'est peut-être à court terme quelque chose de positif pour le tunnel sous la Manche. Mais sur le long terme, aucune inquiétude. Raquel Garrido, alors je m'intéresse évidemment à la femme politique du Front de gauche. Quelle est votre réaction après cette sortie du Brexit ? Le Front de gauche avait une position pas tout à fait tranchée sur la question. D'abord, je voudrais réagir à ce que vient de dire Jacques Gounon. Je pense qu'il a tout à fait raison de s'intéresser à l'économie réelle plutôt qu'à la question de la finance. Parce que le Royaume-Uni, et notamment la City, est emblématique de cette économie tirée par la finance. Et on a l'impression qu'en gros, en dehors de ça, il n'y a rien. Alors, ce n'est pas faux de dire que l'Angleterre a beaucoup détruit son industrie au profit d'une politique économique assez artificielle tirée par la City. Mais en tout état de cause, vous avez deux acteurs, le Royaume-Uni d'une part et d'autre part l'Union européenne, qui sont tout à fait d'accord aujourd'hui sur le fond, c'est-à-dire la concurrence libre et non faussée, la circulation libre des capitaux, etc. Sur le fond économique, ils sont d'accord. Donc qu'ils soient associés ou pas dans l'Union européenne, à ce stade, n'implique pas qu'ils changeront d'avis. Alors nous, par contre, quand nous avions mené la bataille du non au TCE, au traité constitutionnel européen en 2005, c'était précisément sur une critique. La critique du déficit démocratique, l'absence de droits sociaux, de politique environnementale, etc. Nous sommes plutôt contre la liberté de circulation absolue des capitaux parce qu'elle génère une concurrence entre travailleurs, entre industries, etc., les délocalisations. Nous sommes pour un protectionnisme solidaire. Donc oui, si nous devions gouverner c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous qu'ils sortent. Les choses. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous qu'ils sortent. Mais non, parce que en réalité, moi, je considère que, comme je viens de le dire, pour moi, ça ne change pas grand-chose, si vous voulez. Côté français, on le voit de façon limpide aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des personnes en France qui, depuis, voilà, je cite le Front National, par exemple, qui vous expliquent qu'il suffirait de quitter l'euro ou l'Union européenne pour que tout aille mieux. Sauf que, regardez les deux images. Vous avez d'un côté en France un président qui, à l'époque Jacques Chirac, contourne le vote populaire des Français en 2005, et de l'autre côté un David Cameron extrêmement digne, extrêmement gentleman, si je peux utiliser le terme, voilà, qui dit il y a eu un vote, je le respecte, voilà, et je félicite les Anglais, les Britanniques de ce niveau. Alors on aimerait avoir la même chose en France, sauf que ce qui explique, je termine juste là-dessus, c'est important de le noter. L'explication, c'est que vous avez un système institutionnel en France, la Ve République, qui est une monarchie présidentielle, qui donne au président de la République ses droits de contourner ses promesses, en l'occurrence celle de renégocier le traité européen. Il a quand même été élu là-dessus. Et Cameron, lui, qui a été élu sur la promesse du référendum Brexit, ne pouvait pas se dédire à cause d'un système institutionnel qui le tient davantage comptable. Pierre Briançon, alors on parle de cette dichotomie entre l'économie réelle d'un côté, les marchés financiers. Enfin, on voit bien que tout de même les banques centrales sont à la manœuvre pour éviter justement une crise de liquidité. Est-ce que d'abord c'est la fin de la City ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on est tout de même face à un choc systémique, comme on dit dans le langage ?
pas la fin de la City. D'abord, les banques centrales sont à la manœuvre parce que les gouvernements, pendant la longue période de campagne électorale, ont été tout à fait contents de les laisser, Banque centrale, Banque d'Angleterre ou Banque centrale européenne, gérer tout seuls. Et ce sont les seuls qui avaient des scénarios au cas où, alors que les gouvernements en ont tellement peu qu'ils sont obligés d'en improviser à la va-vite maintenant. Deuxièmement, la City va rester comme centre offshore financier non relié à l'Union européenne, avec une perte sans doute limitée parce que la City, c'est aussi un savoir-faire, un certain nombre de technologies qui sont là-bas. Donc je ne crois pas que c'est la fin de la City. La question JP Morgan a dit tout de même qu'ils allaient relocaliser un certain nombre de personnes. Oui, marginalement, quelques centaines, quelques milliers de salariés dans tous les cas. Je ne crois pas qu'ils craignent pour la City elle-même, ils vont craindre maintenant pour l'économie britannique plus généralement, parce qu'elle va prendre un choc. Que les Allemands, et un institut allemand chiffrait ça à 3% de PIB, de pertes nettes sur les 10 ans qui viennent, ce qui est quand même beaucoup. Ce qui est beaucoup. Mais ils ont les moyens. C'est quand même une économie vitale, vivace, qui a bien marché ces derniers. Donc ils ne vont pas disparaître de la carte économique du jour au lendemain. Robert Rochefort, ça fait un moment qu'on se dit que ça va craquer tout de même. Et là, tout d'un coup, ça craque. L'Europe va mal, c'est absolument évident. Nous allons tout faire. Surpris, alors que finalement... Nous allons tout faire pour que les conséquences du Brexit soient les moins négatives possibles. De là à dire qu'elles ne seront pas négatives... Vous êtes plus inquiet ? Non, ma position de député européen, c'est pas d'être inquiet ou pas inquiet. Effectivement, nous allons, comme c'est toujours le cas en Europe depuis 60 ans, nous allons inventer, nous allons faire du neuf. C'est inédit ce qui se passe. Donc nous ne savons pas le gérer. Il nous appartient, en responsable, de le faire de façon la moins négative possible. Donc de ce point de vue, par exemple, je ne crois pas qu'il faut punir les Britanniques, comme ça a été dit depuis quelques jours. Ceci étant dit, au jour d'aujourd'hui, si je devais vous dire que ça allait aller comme de rien, ce n'est évidemment pas le cas. Mes collègues économistes de la London School of Economics ont évalué à peu près 1,5 à 3% la baisse de PIB. On évalue quand même à peu près 1 ou 2 points de chômage en plus du côté britannique. Bon, vous savez tous... C'est important et ce sont des évaluations... Vous savez tous que les investisseurs aux États-Unis, en Chine, vont hésiter à investir tout de suite en Europe. Et puis surtout, pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'Europe de demain, l'Europe du numérique, l'Europe des technologies qui doivent investir. Aujourd'hui, elle prend un coup parce qu'il sera moins facile de fabriquer des projets ensemble. Voilà, mais encore une fois, nous avons le devoir de faire en sorte que ce soit le moins négatif. Risque de dislocation, au contraire, un sursaut. On se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de la semaine de l'écho. Restez avec nous.